Heureusement qu'on fait des essais. Ça y est, c'est commencé là, c'est bon. Bon, bonjour, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce point presse autour du projet Épidole. Donc, je suis Nathalie Holnet, directrice de la Fondation Apicil contre la douleur. Et je porte un masque que je vais enlever pour le moment parce que je n'ai personne à côté de moi, mais sinon, je le porte tout le temps. Donc, on a souhaité organiser ce point presse afin de valoriser le travail qui est réalisé par les équipes soignantes que nous accompagnons. Et donc, aujourd'hui, bien sûr, nous allons parler de la douleur liée aux accouchements, qui est une douleur emblématique dans le milieu de la douleur. Tout le monde sait de quoi on parle quand on parle douleur liée à l'accouchement, ou en tout cas, on a une petite idée. Et avec le professeur Chassard, présent aujourd'hui, nous allons donc vérifier si les idées que nous avons sur la prise en charge de la douleur sont des idées justes. Donc, une petite présentation rapide de la Fondation Apicil. La Fondation Apicil est attentive à toutes les formes de douleur, la douleur physique, la douleur psychique, aussi bien les douleurs liées aux pathologies, aux soins, toutes les douleurs, les céphalées, les lombalgies, les douleurs séquelaires du cancer, les douleurs dentaires et les douleurs à tous les âges de la vie. Alors, à l'origine, la Fondation Apicil a été créée en 2004 par le groupe Apicil, qui est un groupe de protection sociale lyonnais. Et dès sa création, la fondation a été créée avec les statuts d'une fondation reconnue d'utilité publique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, reconnue d'utilité publique? Ça veut dire que c'est une fondation qui a été créée pour une durée illimitée, ce qui n'est pas rien, mais créée pour une durée illimitée, que sa gestion est désintéressée, qu'elle est à but non lucratif et surtout qu'elle œuvre pour l'intérêt général. En tant que fondation, tout ce que nous faisons est vraiment dans le but de l'intérêt général. Donc, la Fondation Apicil fonctionne avec à la fois un conseil scientifique et un conseil d'administration. Dans le conseil scientifique, il y a 15 personnes, 12 médecins. Nous avons essayé de balayer les spécialités tout au long de la vie, donc de la pédiatrie du plus jeune âge jusqu'à la fin de vie et les soins palliatifs, en passant par l'oncologie, il y a un psychiatre et bien sûr plusieurs anesthésistes, les anesthésistes étant particulièrement sensibilisés dès leur formation à la prise en charge de la douleur. Donc un conseil scientifique et un conseil d'administration. Dans le conseil scientifique, en plus des médecins, il y a un psychologue, une infirmière et un philosophe. La question philosophique et éthique relative à la prise en charge de la douleur se pose lorsque nous étudions les dossiers de demande de subvention. Donc, un conseil d'administration accompagne le conseil scientifique. Donc, le conseil scientifique émet un avis scientifique et le conseil d'administration va donc décider du montant octroyé aux porteurs de projet. Donc, les moyens de la Fondation Apicil, c'est une dotation initiale de 9 millions d'euros qui a été apportée par le groupe Apicil, un engagement également par le groupe Apicil de verser une subvention annuelle de 762 000 euros et des dons que nous recevons régulièrement. La Fondation Apicil étant reconnue d'utilité publique, elle permet la défiscalisation pour les donateurs. Depuis que la Fondation existe, nous avons eu le plaisir, je pèse mes mots quand je dis cela, d'accompagner plus de 750 projets. 750 projets, c'est énorme. Dans toute la France, 750 projets qui permettent d'améliorer la prise en charge de la douleur. Et on peut être à la fois dans la prévention, dans du soin ou les conséquences d'une douleur qui peut être installée, une douleur chronique. Aujourd'hui, tous les CHU français ont au moins un projet porté par la Fondation Apicil. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire et ces projets émanent des équipes. Les équipes soignantes nous sollicitent. Alors, ce sont des chercheurs, ce sont des infirmières, ce sont des aides-soignantes, des kinés, des personnes qui ont une idée, qui ont une envie, qui participent à la prise en charge, à l'amélioration de la prise en charge de la douleur. Et donc, nous allons financer des projets qui concernent la recherche. Pour plus de 50% de notre budget, ce sont des projets qui concernent la recherche. Et aujourd'hui, nous allons illustrer avec le professeur Chassard un projet de recherche
qui a été accompagné par la Fondation Apicil. Et puis, nous allons également financer des formations qui ne sont pas forcément financées aujourd'hui de façon courante. Donc, on évolue en fonction des besoins et des attentes des soignants. Et donc, on va financer, pendant longtemps, on a financé des formations à l'hypnoanalgésie, l'hypnose ericksonienne adaptée à la médecine. Et puis, aujourd'hui, on a plus de demandes pour la méditation, régulièrement la sophrologie, toutes ces techniques qui permettent d'améliorer, de faire baisser l'anxiété, qui est une dimension de la douleur. Nous avons également financé, nous finançons toujours, la présence de personnes, de professionnels qui ont des compétences complémentaires. Alors, je pense aux socio-esthéticiennes, aux ergothérapeutes, aux psychomotriciennes, aux art-thérapeutes, par exemple. Ces personnes qui ont ces compétences-là ne sont pas toujours présentes ou insuffisamment présentes dans les services. Et donc, les médecins souvent nous appellent en disant on aimerait bien pouvoir expérimenter la présence d'un professionnel de ce type dans le service, démontrer toute l'importance de la présence de cette personne, les effets. Et donc, on va pouvoir accompagner un porteur de projet pour un poste de ce type-là pendant jusqu'à 3 ans, le temps d'évaluer l'impact de la présence de cette personne dans le service. Et tout ce qu'on souhaite, c'est la pérennisation, bien sûr, que les choses durent et s'installent dans le temps. On a un troisième axe qui est l'information. Je vous ai parlé de la recherche, de la formation du personnel et de l'accompagnement par des professionnels ayant des compétences complémentaires. Et le dernier axe, c'est l'information. Tout ce qui va permettre d'améliorer la communication. Alors, c'est la communication au sens large, la communication entre les soignants et les parents, par exemple, dans un service de pédiatrie, ou la communication entre les patients et les aidants, ou de la communication pour les soignants eux-mêmes, les soignants entre eux, et puis également avec les associations de patients qui ont besoin d'être soutenus pour faire connaître encore davantage certaines pathologies. Je pense par exemple à l'AFPRIC, l'association pour les rhumatismes inflammatoires, et puis de nombreuses associations qu'on accompagne dans les services de soins palliatifs également. Voilà. Donc tout ce qui concerne l'information. Et par rapport à l'information, on a aussi une action importante de valorisation des projets que nous soutenons, comme nous le faisons aujourd'hui, car il nous semble extrêmement important d'essaimer, de faire savoir, de faire connaître les résultats des travaux que nous avons pu soutenir, ce qui permettra à d'autres équipes de s'emparer de ces résultats pour pouvoir modifier et améliorer encore leurs pratiques. Un dernier point sur la Covid, qui est le sujet qui est aujourd'hui malheureusement à l'ordre du jour dans toutes les communications. Je voulais vous dire que la Fondation Apicil avait pris l'orientation de soutenir des projets, bien sûr, en lien avec les douleurs causées par la Covid, mais aussi de poursuivre et de réaffirmer son engagement dans la prise en charge de la douleur sous toutes ses formes. Et nous accompagnons les 243 consultations douleurs qui existent sur notre territoire pour leur apporter ce dont elles pourraient avoir besoin. Donc, accompagnement des projets sur la Covid, oui, mais toujours la douleur sous toutes ses formes. Voilà, je suis ravie d'accueillir donc le professeur Chassard qui est présent dans nos locaux aujourd'hui, donc à la Fondation Apicil. Et je lui laisse la parole afin de nous présenter les résultats de l'enquête EPIDOL. Merci beaucoup, Madame Paulnette. Et puis, je vais partager mon écran. Donc, bonjour à tous et à toutes par ailleurs. Je vois qu'il y a plusieurs journalistes qui sont présents pour écouter donc, le retour de ce travail. Voilà. Mise au point. Très bien. Donc, je remercie bien évidemment, au travers de Mme Molnette, la Fondation Apicil, sans qui ce travail, je le dis bien, n'aurait pas existé. Et puis, je remercie toutes les patientes qui ont participé à la recherche et tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce travail, c'est-à-dire mes collègues
qui travaillent dans les maternités, qui sont des anesthésistes réanimateurs spécialisés donc pour l'anesthésie obstétricale. Évidemment, les Hospices civils de Lyon qui nous ont soutenus au travers du service de biostatistique et le centre d'investigation pédiatrique dirigé par le professeur Bérouz Kazaï qui nous a aidés pour la méthodologie. Donc, il s'agit d'une enquête qui a été diligentée pour connaître quelle était la prise en charge de la douleur obstétricale en France, donc en 2016. Donc, vous voyez, on en est au résultat 4 ans après. Par contre, je ne peux pas faire défiler. Ça y est. Alors, pourquoi nous avons mené ce projet? Eh bien, tout simplement parce que nous avions été alertés par un collectif de femmes enceintes qui s'appelle le CIAN, que beaucoup connaissent, et ils nous avaient alertés sur la satisfaction des patientes vis-à-vis de l'analgésie péridurale. Vous le verrez, à peu près 80% des femmes accouchent à l'heure actuelle avec une anesthésie péridurale lorsqu'elles accouchent par voie basse. Donc, ce qu'on pouvait voir dans les chiffres qui étaient publiés, c'est que le taux d'insatisfaction, donc selon la méthode utilisée dans la péridurale, pouvait aller jusqu'à 30%. Donc, c'était vraiment énorme pour nous et je dirais que ça nous a beaucoup alertés, alors que les femmes qui n'avaient pas de péridurale avaient un taux d'insatisfaction de seulement 10%. Alors, la méthodologie de ce travail, je dois le préciser tout de suite, du groupe CIAN, c'est que ce sont des femmes qui se sont déclarées par elles-mêmes sur le site pour faire un reporting de leur ressenti de la douleur pendant le travail. Donc, ce n'était pas une étude prospective. Pour cette raison, donc, avec le CIC de Lyon, nous avons donc monté ce projet donc, qui était d'évaluer la prise en charge de la douleur. Donc, de la douleur pendant ce qu'on appelle l'accouchement par voie basse, donc l'accouchement le plus fréquemment pratiqué, 80%, pendant la césarienne. Et nous avons aussi quel était le ressenti des patientes, les douleurs qu'elles pouvaient avoir aussi après l'accouchement dans les 48 heures. Donc, c'était une enquête qui a duré 7 jours. C'est ce qu'on appelle une enquête transversale sur un échantillon tiré au sort. Donc, ça, c'est la grande nouveauté, sur la France et les DOM-TOM. Nous avions donc divisé la France en plusieurs grands secteurs. Et chaque secteur était donc chapeauté par des anesthésistes et réanimateurs qui étaient chargés de recruter des maternités de différents niveaux. Et ça, c'est important. En France, les maternités sont classées en 3 niveaux, 1, 2, 3, selon la présence ou non d'unités de réanimation néonatale. En fait. Dans les niveaux 3, c'est le niveau le plus élevé. Vous avez une réanimation néonatale présente avec des spécialistes toujours présents 24 heures sur 24, alors que par exemple dans le niveau 1, ce sont souvent des plus petites maternités où si un enfant est en détresse, il doit être muté dans une autre maternité de niveau supérieur. Donc nous avons réparti de manière aléatoire et tout à fait proportionnelle les différentes maternités sur les différentes régions. Et au total, nous avons pu recruter sur une semaine 2011 femmes dans 60 maternités de différents niveaux. Il faut bien comprendre que toutes les femmes ont été recrutées. Toute femme qui rentrait dans la maternité, qu'elle souhaite ou non une anesthésie péridurale, était incluse dans l'étude. Et nous avons eu un taux d'adhésion très élevé. Il y a eu très peu d'échecs de recrutement de cette étude. Voici un petit détail du questionnaire qui était disponible pour les femmes. Il y avait une partie qui est remplie par les médecins, donc les anesthésistes qui concernaient la prise en charge de la douleur pendant l'accouchement, la survenue de complications pendant l'accouchement, la réalisation d'anesthésie générale, par exemple pour les césariennes. Et ensuite, à 48 heures, les femmes remplissaient un auto-questionnaire, dont vous avez quelques exemples ici, et qui investiguait les différents compartiments de leur prise en charge, c'est-à-dire la douleur, le type de prise en charge de la douleur, leurs souhaits pour le futur, leur ressenti, leur satisfaction vis-à-vis de tout ce qui avait été fait au cours de l'accouchement. Donc, ces questionnaires étaient ensuite
recensés à Lyon par le Centre d'investigation clinique, étaient scannés et tout ça a alimenté une base de données qui est maintenant complète. C'est ce qu'on appelle une base de données nettoyée qui va pouvoir servir donc à publier les résultats et probablement sous forme de plusieurs articles parce que la base de données est vraiment énorme. On atteint 2000 patients et le nombre de questions qui dépassait 50 items. Alors, j'ai divisé cette présentation en plusieurs chapitres. Le premier, c'est l'accouchement par voie basse. L'accouchement par voie basse, donc c'est 80% des accouchements en France. Et ce qui nous intéressait, c'était le taux d'anesthésie loco-régionale, essentiellement de péridurale. Il y a très peu d'autres techniques utilisées. Et vous voyez qu'on a été conforme à ce qu'on a obtenu dans l'enquête de 2016 qui avait été faite par l'INSEE, c'est-à-dire 82% des femmes ont reçu une analgésie péridurale pendant leur accouchement par voie basse. Et il y avait eu un petit peu de débat il y a quelques années qui nous avait un petit peu interpellés. Est-ce qu'on obligeait les femmes finalement à prendre une anesthésie péridurale pour leur accouchement? Donc, on a bien posé la question dans cette étude. Eh bien, vous voyez que 94% des femmes, effectivement, ont reçu une information et on leur a bien demandé si elles voulaient une péridurale. Donc, les anesthésistes ne circulent pas dans les couloirs pour imposer à tout prix des péridurales, mais c'est bien une demande des femmes d'être soulagées pour les douleurs de l'accouchement par voie basse. Alors, il existe, une fois qu'on a posé la péridurale, qui est en fait, si on résume, la péridurale, c'est un tuyau qui est dans le dos et qui va à proximité des nerfs qui innervent l'utérus. Il faut ensuite injecter des anesthésiques locaux, des anesthésiants dans ce petit tuyau pour soulager les douleurs. Donc, on a classiquement 4 méthodes qui sont utilisées. Vous avez soit la méthode qui est ici, c'est du personnel qui, à l'appel de la femme, parce qu'elle a des douleurs, vient avec une seringue et injecte dans le tuyau pour soulager la douleur. Ou depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, nous avons des pompes qui alimentent régulièrement cette péridurale avec différents modes possibles. Vous avez donc la méthode bolus, c'est la méthode qui est effectuée par du personnel. Vous avez la méthode continue, c'est-à-dire qu'il y a une seringue qui est branchée sur la péridurale et qui délivre en continu des anesthésiques locaux. Mais ce qui est apparu depuis une vingtaine d'années, c'est ce qu'on appelle la PCEA et plus récemment le PIEB, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des bolus qui sont délivrés par des gros volumes, si vous voulez, qui sont administrés de manière intermittente, soit sous l'effet de la patiente, c'est-à-dire la patiente a une petite poire et déclenche l'injection du produit, soit c'est automatisé, c'est ce qu'on appelle le PIEB. Et je vous ai mis ici les résultats qui sont obtenus selon les niveaux de maternité. Le niveau 1, ce sont souvent donc des femmes en plus qui ont des accouchements sans aucune particularité, qui ne sont pas à risque, sauf si le bébé est à risque. Et puis niveau 3, voilà, c'est des niveaux de maternité un petit peu plus techniques. Et vous voyez que la méthode bolus est surtout utilisée dans les petites maternités, alors que dans les autres maternités, eh bien, on a vu le développement très important des méthodes auto-administrées par la patiente, ce qui permet de répondre de manière individuelle au niveau de la douleur. C'est-à-dire que d'une femme à l'autre, il est impossible de prévoir quel sera son niveau de douleur. Et donc, le fait que la femme s'administre elle-même le produit, eh bien, ça permet de répondre à une demande tout à fait personnelle. Et on a vu donc exploser un petit peu cette demande d'auto-administration des anesthésiques locaux dans la péridurale. Vous voyez qu'on n'est pas loin de 70%. Donc, pour nous, c'est une satisfaction de voir que cette méthode a bien diffusé dans la plupart des hôpitaux. On est un petit peu plus perplexe sur le fait que les bolus soient toujours maintenus dans des structures un petit peu plus petites. Alors, la péridurale, ce n'est pas tout, hein. Il y a des méthodes complémentaires qui sont proposées soit en complément à une anesthésie péridurale ou alors chez une femme qui ne veut pas d'anesthésie péridurale. Il s'agit soit de traitements médicamenteux, essentiellement ce qu'on appelle le protoxyde d'azote, le gaz hilarant, hein, voilà.
où on peut faire un petit peu de dérivé de la morphine plus ou moins fort en intraveineux aux patientes, mais on ne peut pas forcer les doses car ces produits diffusent chez le bébé et on peut avoir donc des détresse respiratoire chez les enfants ensuite. Donc, on est un petit peu coincé en termes de traitement médicamenteux. Les médecines douces sont proposées depuis très longtemps. Avant la péridurale, c'était probablement les seules méthodes. Et je vous ai montré ici les différentes méthodes qui ont été colligées dans notre enquête. Donc, ça peut aller du bain au massage, l'hypnose, l'homéopathie, l'acupuncture, les chants, la doula, c'est-à-dire c'est une personne spécifique qui accompagne la patiente tout au long de son accouchement. Et vous voyez qu'elles sont réparties de manière assez homogène, sauf l'hypnose, parce que ce n'est pas très facile de faire l'hypnose forcément dans le contexte de l'accouchement. Les chants, c'est assez peu répandu. J'ai eu une fois dans toute ma carrière, donc vous voyez, ce n'est pas très répandu. Et les doulas non plus, probablement parce que la prise en charge financière n'est pas très bien assurée pour ce personnel-là. Donc les médecines douces, pardon, à l'heure actuelle, elles accompagnent les péridurales dans 18% des cas seulement. Voilà, ce qu'on n'en a plus colligé. Alors, le premier item qui intéresse évidemment toute l'audience, c'est le résultat sur la douleur des techniques qui sont proposées à l'heure actuelle. Et pour cela, on avait proposé une échelle analogique, donc qui va de 0 à 10. Et en principe, le score de 8, 9, 10 indique des douleurs très fortes, voilà, un mauvais traitement contre la douleur au cours de l'accouchement. Et vous voyez que si vous avez une anesthésie péridurale, je marquais ALR, mais c'est surtout péridurale, vous voyez que malgré tout, et ça c'est une information qu'on doit donner aux patientes, il peut persister des douleurs. On ne peut pas garantir 100% d'absence de douleur malgré une anesthésie péridurale, 30%. Et on voit qu'en comparaison, bien évidemment, sans péridurale, les douleurs fortes, eh bien, c'est 80%. Il y a quand même une réduction substantielle du niveau douloureux, ce qui explique probablement l'engagement très important des femmes à l'heure actuelle vers cette demande d'anesthésie péridurale. Alors, nous avons repéré dans notre population que les femmes qui étaient obèses ressentaient beaucoup plus de douleurs fortes. Ça peut s'expliquer tout simplement parce que sur le plan technique, la réalisation de l'anesthésie péridurale est un peu plus compliquée. Bien évidemment, sur le plan anatomique, vous pouvez comprendre que c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez, ça double le niveau de douleur forte. Par ailleurs, lorsque les injections d'anesthésiques locaux sont faites par le personnel, donc c'est la méthode Bolus dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, le taux de douleur est beaucoup plus important. Pourquoi? Eh bien, parce que le personnel réagit une fois que la femme a mal. C'est-à-dire qu'on appelle lorsqu'on a la douleur. Donc, l'idée des autres méthodes que j'ai exposées, c'était de prévenir cette douleur. Ce n'est pas du tout le cas de la méthode Bolus. Et puis, il y a des moments, on le sait depuis toujours, surtout en fin d'accouchement, où les douleurs sont quand même assez violentes au moment de l'expulsion, eh bien, la capacité à l'anesthésie péridurale de bloquer ces douleurs n'est pas toujours parfaite. Il y a un deuxième item qui, je pense, doit être très important. Il y a non seulement la douleur qui a été vécue, et puis nous nous sommes intéressés finalement à la satisfaction. Et je pense qu'en termes de démarche clientèle, si vous voulez, ce qu'on fait aussi dans le commercial, comme partout, la satisfaction, c'est quand même l'item important qui permet d'évaluer donc la prise en charge de ces femmes au cours de leur accouchement. Donc la satisfaction, ça englobait à la fois évidemment la prise en charge de la douleur, mais aussi tout ce qui est fait autour de l'accouchement pour que les femmes soient parfaitement satisfaites de leur prise en charge. Et de nouveau, nous avons utilisé donc une échelle analogique de 0 à 10 et une satisfaction, je dirais, très bonne ou bonne est scorée entre 8, 9 et 10. Et vous voyez que dans l'enquête Epidol, le taux de satisfaction, très bonne satisfaction, est d'environ 80%. Et ce qui est assez curieux, c'est que vous pouvez voir que
que vous ayez une péridurale, vous n'ayez pas de péridurale avec une échelle de douleur qui est par contre très différente, 2 fois plus de douleur, la satisfaction est quasiment identique. C'est-à-dire que ce n'est qu'un composant de la satisfaction, la douleur, la prise en charge de la douleur, ce n'est qu'un composant de la satisfaction finale lorsque les femmes vont sortir de la maternité. Je vous ai mis par comparaison, donc, selon les établissements, par exemple le niveau 1, la mauvaise satisfaction, vous voyez, elle est de 10% dans le niveau 1 dans les petites maternités, niveau 3, 14%, donc guerre différente finalement. Le niveau de maternité influence assez peu. On voit de temps en temps des commentaires sur des forums ou dans la presse, etc., comme quoi dans les niveaux 3, très techniques, très médicalisés, la satisfaction peut être un peu différente. Eh bien non, nous n'avons pas observé ce fait. Je le rappelle, la pompe automatique, eh bien 20%, et la pompe manuelle de bolus, 30%. Donc, c'est vraiment une méthode qu'il faut arrêter. Je vous donne quelques résultats complémentaires sur l'anesthésie péridurale. Donc, il y avait beaucoup d'interrogations, une sorte de verbatim des femmes. Donc, 20% auraient souhaité une pause beaucoup plus précoce au cours de leur accouchement. Vous savez que le col de l'utérus va se dilater de 0 à 10 cm pour permettre le passage du bébé. Et en général, la pose de péridurale est souhaitable à partir de 2 cm. Ce sont les recommandations, c'est dès que la femme a mal, et la femme a mal à partir de 2 cm. Nous avons pu observer que la pose de péridurale était plutôt entre 3 et 4 cm à l'heure actuelle, donc une pose sans doute pas assez précoce encore à l'heure actuelle. Alors d'autres l'auraient souhaité un peu plus tardive, mais vous voyez, c'est une minorité. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, 22% ont estimé que la péridurale était peu efficace en fin de travail. Et ça, on pourra en parler secondairement. Et puis, il y a les échecs totaux. 4% ont estimé que l'AR a été inefficace tout au long du travail. Alors, malgré parfois des résultats un petit peu, je ne dis pas décourageants, mais peu satisfaisants, on voit que les femmes, dans leur immense majorité, quand on leur repose la question, eh bien, elles souhaitent de nouveau avoir une anesthésie péridurale, 70% pour leur accouchement. Et puis, beaucoup ne savent pas encore, mais n'ont pas d'a priori. Et on a seulement 2% des femmes qui restent, quel que soit le niveau de douleur et quel que soit le niveau de maternité, fermement opposées à une anesthésie péridurale. Donc, c'est relativement faible en France par rapport à d'autres pays. Et ce qui est très important, on en parlera dans la conclusion, c'est que 38% des femmes, donc presque 40, peut-être plus 50, souhaitent qu'une méthode douce soit associée à l'anesthésie péridurale. C'est-à-dire que l'anesthésie péridurale ne peut pas tout faire. Et si on compte uniquement sur cet aspect technique et de douleur, eh bien, la satisfaction ne sera pas au rendez-vous dans le futur pour nos femmes qui accouchent dans nos maternités en France. Nous allons passer maintenant aux césariennes. Les césariennes en France, c'est 20% des accouchements. Alors, ces césariennes, elles sont parfois décidées avant le terme, ce qu'on appelle la date d'accouchement, pour des raisons qui tiennent soit au bébé, soit à la maman. Et nous avons donc de nouveau regardé quelles étaient les douleurs fortes pendant les césariennes. Eh bien, nous avons observé qu'environ 10%, et je trouve que c'est énorme, des femmes ont eu des douleurs fortes au moment de leur césarienne, en sachant que ces césariennes sont réalisées essentiellement quand elles sont programmées, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune urgence. Elles sont réalisées sous ce qu'on appelle une technique qu'on appelle la rachianesthésie. Ça ressemble un peu à une anesthésie péridurale, c'est un petit peu différent, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Mais c'est une méthode qui est réputée comme étant beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace que l'anesthésie péridurale. Et bien, malgré ça, on voit qu'il persiste des douleurs relativement importantes. Et puis, il y a des césariennes qui sont décidées pendant l'accouchement. Il s'agit de femmes qui étaient parties pour accoucher normalement et à cause d'un événement soit maternel, soit fétal, le bébé ne va pas très bien, et bien on est obligé de faire une césarienne.
Et là, on a des césariennes qui sont plus ou moins urgentes. Vous voyez, ce qu'on appelle, on a classé en France, on utilise assez fréquemment cette classification. C'est assez facile à comprendre. Les vertes, eh bien, on a un petit peu de temps. On a en gros 1 heure pour réaliser la césarienne, il n'y a pas d'urgence. À peu près le même pourcentage, il faut se dépêcher un petit peu plus. On a 30 minutes devant nous. Et puis, il y en a d'autres, on appelle la césarienne rouge. Ça, c'est immédiatement. C'est-à-dire que là, c'est vraiment l'urgence. Il faut se diriger vers le bloc opératoire le plus vite possible. Et dans ces cas-là, bien, très souvent, on ne peut pas réaliser soit une anesthésie péridurale, soit une rachianesthésie. On fait des anesthésies générales dans ce cas-là. Eh bien, vous voyez que dans ces césariennes qui sont décidées pendant l'accouchement, on a des douleurs fortes, ça nous a beaucoup surpris, qui sont un peu moins élevées que pendant les césariennes décidées avant l'accouchement. Je n'ai pas d'explication très nette, mais il persiste en tout cas des douleurs, surtout lorsqu'on réalise des anesthésies générales. Je ne vous ai pas donné de manière spécifique le taux pendant l'anesthésie générale, mais il est supérieur à 6. Là, les douleurs sont parfois proches de 10%. Donc, ça, c'est un message pour les anesthésistes réanimateurs essentiellement, c'est que, attention, la césarienne peut donner des douleurs très importantes. Et je dirais, je travaille en maternité depuis longtemps, je suis aussi expert médical et j'ai vu plusieurs femmes qui développaient ce qu'on appelle des syndromes de stress post-traumatiques suite à ces douleurs qui sont parfois violentes. Les femmes nous décrivent que vous avez été opérées à vif avec des douleurs insupportables et qui entraînent des situations de détresse familiale, professionnelle inimaginables. Donc, c'est vraiment un signe d'alerte important. Voyons maintenant la satisfaction. Donc, toujours ces 2 comportements de notre analyse, la douleur et la satisfaction. Et là, j'ai essayé de classer selon différents items. Selon le niveau de maternité, vous voyez que la satisfaction est globalement la même. Selon le niveau d'accouchement aussi, une petite maternité ou grosse maternité, la césarienne, la satisfaction est la même. Et puis, comme je viens de le dire dans la diapositive précédente, quand on a une anesthésie générale, les femmes sont beaucoup moins satisfaites. Alors, ce n'est pas je dirais, de notre choix propre de réaliser des anesthésies générales, c'est l'urgence qui l'impose. Et du coup, c'est vrai que pour les femmes, il y a un mauvais vécu de la naissance, puisqu'elles ne voient pas l'enfant tout de suite. Elles le voient parfois 3/4 d'heure ou 1 heure après la naissance, parce qu'il faut se réveiller. On n'est pas forcément très en forme dans la première demi-heure, donc on ne peut pas leur confier les enfants immédiatement. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine frustration qui explique cette baisse de satisfaction très significative lorsqu'on réalise des anesthésies générales, mais ça, ce n'est pas de notre fait. Les césariennes programmées, donc vous voyez que le niveau de satisfaction est important et c'est toujours l'urgence qui, bien entendu, se passe souvent sous anesthésie générale qui donne la plus mauvaise satisfaction pour les patients. Alors, nous avons enregistré aussi les complications au cours de l'accouchement, qui sont des complications qui soit étaient dues à la grossesse. Vous savez que les femmes, pendant la grossesse, peuvent développer des complications qui sont sans rapport avec notre prise en charge. Par exemple, une hémorragie peut survenir. On sait que la fréquence des hémorragies en France est de l'ordre de 5%. Nous avons retrouvé exactement ce même pourcentage dans notre étude, comme quoi notre échantillon était bien représentatif. On s'est intéressé un petit peu plus donc, à l'anesthésie loco-régionale et la péridurale. Et le taux d'échec, vous voyez, un échec complet, eh bien, ça arrive dans 4 à 6% des cas. Parfois, c'est un peu compliqué de mettre une anesthésie péridurale, surtout chez les patients obèses. Et parfois aussi, l'anesthésie est un peu n'est pas parfaite parce que le petit tuyau qu'on fait monter dans le dos, eh bien, comme on n'en a pas le contrôle direct, c'est sous la peau, hein, donc dans un espace anatomique qui est environ à 4 à 6 cm sous la peau. Et bien, de temps en temps, le petit tuyau, il part, au lieu de rester bien au milieu, eh bien, il peut partir sur un côté, ce qui complique un petit peu la gestion de l'anesthésie péridurale. Il peut entraîner une nouvelle pause de péridurale si les femmes ont vraiment trop mal.
Alors, on s'est intéressé parce que ça, je pense qu'il y a assez peu de données, c'est à la douleur en fait après la naissance. On s'est intéressé non seulement à la douleur, comme je vous l'ai dit, pendant la naissance, mais après la naissance dans les services. Donc, on voit qu'il persiste quelques douleurs, donc des maux de tête, par exemple, vous voyez, entre 1 à 2%. Le mal de dos, qui est fréquent, de 9 à 12%, qu'on ait eu ou pas de péridurale, ça ne change rien. Et puis, il y a les douleurs qui sont dues à différents gestes effectués par nos collègues gynéco-obstétriciens. Vous avez l'épisiotomie. L'épisiotomie, c'est à peu près 20-25% de la pratique en France, mais surtout chez les primipares, les femmes qui accouchent la première fois, ça peut atteindre 40%. Donc là, du coup, il y a des douleurs du périnée qui sont un petit peu handicapantes, c'est vrai, pendant les premiers jours. Et puis, les femmes se plaignent, pour celles qui ont eu une césarienne, évidemment, au niveau de la cicatrice, de la paroi abdominale. Vous voyez qu'à 2 jours, il persiste 45% de douleur. Donc là aussi, il y a un petit élément d'alerte, c'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas assez vigilant dans les hôpitaux pour suivre la douleur post-opératoire, en particulier de la césarienne. Il y a probablement des améliorations de ce côté-là. Donc, je vous donne quelques conclusions qui ne sont pas totalement définitives, car la base de données Epidol est tellement énorme que nous n'avons pas encore tout exploité. Il y a sûrement des choses à recroiser encore entre les différentes données. Ce que nous avons pu observer, c'est que 2% des femmes ne souhaitent pas des LR. Et comme je l'ai montré en introduction, la demande de péridurale ne vient pas des anesthésistes réanimateurs, mais elle vient bien des patientes. Nous conseillons parfois aux femmes de prendre la péridurale pour des raisons médicales, on pourra en discuter, mais nous respectons quand même la parole et la demande des femmes. On a une progression rapide depuis une dizaine d'années des méthodes de bolus administrées par les pompes, qu'elles soient auto-administrées ou automatiques. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc notre recommandation, c'est d'arrêter la méthode bolus qui donne trop de douleurs résiduelles et d'insatisfaction. Il faudrait qu'on soit un peu plus vigilant sur les douleurs en fin d'accouchement chez les femmes qui sont obèses et chez les femmes qui ont des échecs partiels de la technique, parce que ça donne beaucoup d'insatisfaction. Globalement, on est un petit peu moins, je dirais, pessimiste que l'enquête de Sian, parce que je pense que nous avons inclus, c'est une étude donc prospective, donc aléatoire, ce qu'on appelle randomisée. Ce ne sont pas des femmes qui se sont déclarées sur un site pour éventuellement, je dirais, raconter leur mauvais vécu. Donc, c'est ce qui explique un petit peu la différence. Et puis, il y a, comme l'a dit Nathalie Olnet aussi en introduction, il faut bien faire la différence entre la douleur, qui peut être cotée par les femmes, et la satisfaction globale de l'accouchement. Donc, moi, mon message, il sera multiple vis-à-vis non seulement des femmes, mais aussi des médecins qui pratiquent les anesthésies. Vis-à-vis des médecins, il faut être vigilant tout au long du travail et en post-opératoire pour ces douleurs résiduelles, être particulièrement vigilant pour la césarienne. Et là, on a fait un gros travail récemment avec le CARO, donc le club d'anesthésie-réanimation obstétricale, pour une meilleure prise en charge de la douleur pendant la césarienne, qui était génératrice, comme je vous l'ai dit, éventuellement de syndrome de stress post-traumatique. Mais malgré tout, la progression de la technique ne fera pas tout. C'est-à-dire que la technique, c'est bien, mais on le sait bien pour toutes les prises en charge médicales. S'il n'y a pas un entourage de la part des professionnels, eh bien, la technique ne fera pas tout. Et les méthodes de méthode douce qui sont proposées, que ce soit par les sages-femmes ou par les médecins, eh bien, sont là pour nous aider, pour progresser vis-à-vis non seulement de la prise en charge de la douleur, mais aussi vis-à-vis de la satisfaction des patients. Et puis, mon message, il est pour les patientes, c'est-à-dire que les anesthésistes réanimateurs travaillant en obstétrique sont bien conscients des limites de leur technique. C'est l'avantage de cette étude qui leur reprécise les points de vigilance et nous travaillons. Comme je l'ai dit encore très récemment, nous avons un travail qui a été validé par la Société française d'anesthésie-réanimation, par les sociétés de périnatologie, par les gynéco-obstétriciens pour une meilleure prise en charge de la douleur,
Nous avons aussi un projet qui a été accepté de nouveau par Apicil pour étudier non seulement l'aspect purement douleur, mais tout ce qui entoure le projet, tout ce qui accompagne la douleur de la femme, c'est-à-dire, je dirais, son projet de naissance, son contexte, ses attentes, etc. Je crois que c'est très important d'écouter les femmes, pas seulement se résumer à la pratique du technique, sinon la satisfaction ne pourra pas dépasser les 90 ou 95% comme on le souhaite, bien évidemment, pour les femmes qui accouchent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour ces explications extrêmement claires. Nous avons appris vraiment beaucoup de choses. Si je peux me permettre la toute première question, vous nous avez indiqué que de plus en plus, les femmes avaient la main sur le moyen d'atténuer leur douleur. Et je voulais savoir si le fait qu'il y ait cette comment dire, liberté, autonomie de la femme dans la gestion de sa douleur avait provoqué une augmentation ou pas de la consommation des produits antalgiques lors des accouchements? Alors, c'est tout à fait le contraire. Donc, depuis qu'on a mis en place les produits administrés par la femme, on constate une diminution de la consommation d'anesthésiques locaux. En plus, il y a eu un mouvement, pas rentrer dans la pharmacologie fine, mais on a diminué la concentration et donc la dose reçue par les femmes. Et donc là, à l'heure actuelle, par rapport à quand j'ai commencé donc à faire de l'anesthésie obstétricale, je ne vais pas vous donner la date, ça va vous faire peur, c'était en 1986, je crois. Puis si je compare ce que je fais maintenant, je pense qu'on a divisé les doses par 3, carrément. Donc, la dose totale d'anesthésiques locaux a été divisée par 3, parfois même 4. Et ce qui fait que tout ce qu'on avait pu observer, c'est-à-dire qu'il y a encore parfois discuté dans la littérature, l'effet de la péridurale sur le travail devait exister, a certainement existé entre les années 1980 et 2000. Mais si on prend les études les plus récentes qui utilisent des doses faibles, des concentrations faibles d'anesthésiques locaux, on peut considérer que la péridurale n'a plus d'effet sur le travail obstétrical. Donc, c'est une méthode qui a beaucoup d'avantages. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que le niveau d'administration est vraiment adapté à chaque femme. Et en plus, on a obtenu une réduction finalement de la dose totale. C'est pour ça que vraiment nous plaidons pour l'arrêt des doses par le personnel qui parfois entraînent des surdosages et qui ne sont pas du tout adaptés. On va laisser la parole donc aux journalistes. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Voilà. Après, s'il y a des questions secondaires, on pourra toujours m'envoyer un email et puis je répondrai. S'il y a quelqu'un qui... Oui. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Elia Prévost, est-ce que vous m'entendez? Oui, il y a quelqu'un qui essaye de parler. Oui. Alors, il faudrait revoir le diaporama. Je ne sais pas si on peut le... Alors, il faudrait que vous montiez votre son pour qu'on vous entende. Alors, moi, je vois la question de Madame Blond. Combien de maternités utilisent encore le personnel avec des bolus? Alors, c'était la diapositive, je pense, la 3. Vous voyez, le bolus, c'était 14%. Voilà. J'ai un truc qui me gêne sur mon écran, mais je vais le couper. Voilà. Et c'est le diapositive. Je ne sais pas si tout le monde voit la diapositive. Voilà. Donc, dans les niveaux 1, vous voyez que c'est 14%, alors que c'est quasi, ça a disparu. Niveau 3, on peut dire que ça a disparu.
Et donc, la PCEA est présente encore en niveau 1, mais il reste 14% qui devrait donc avoisiner les 0%. Même la méthode continue devrait être, la première méthode, vous voyez, devrait être abandonnée parce que là aussi, cette méthode administre un peu trop d'anesthésiques locaux encore. Il faut vraiment se diriger vers la PCEA LPIEB. Et les enquêtes qui ont été menées par la DRI et l'INSERM montrent qu'il y a une très forte progression. En fait, il faut acheter des pompes un peu spéciales. Alors, on a eu beaucoup de dons. Je sais que Madame Jambon à Lyon, qui œuvrait aussi beaucoup pour la douleur, avait fait beaucoup pour notre hôpital. On avait reçu une trentaine de pompes pour la PCEA, pour les femmes qui accouchaient. Donc, vraiment, je la remercie encore pour tous les efforts qu'elle a fait pour nous. Et je pense que tous les hôpitaux maintenant vont s'équiper. Ça demande encore peut-être 5 ans, mais d'ici 5 ans, je pense qu'on y arrivera. On ne sera pas loin de 100%. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Alors, l'autre question, je ne sais pas où je la vois, moi. Je vais lire les questions. J'ai vu qu'il y avait une question. Bonjour, comment avez-vous des données plus fines concernant les douleurs selon le type de technique obstétricale utilisée, rupture de la poche des os, épisiotomie, forceps, etc. Oui, on a des données un petit peu plus fines. Par exemple, je vous ai donné dans une des diapositives l'épisiotomie, donc on avait 13% de douleurs résiduelles. Pour le forceps, je n'ai pas regardé, mais on peut avoir les données. La rupture de la poche des os, je n'ai pas non plus la donnée. En général, c'est un moment qui, c'est vrai, est douloureux, mais qui n'a pas été relevé dans notre étude. On n'a pas noté l'heure et la présence d'une rupture des membranes au cours de l'accouchement. C'est quelque chose qui est très obstétrical, certes qui influence sur la douleur, mais c'est pris en compte, je dirais, dans le vécu douloureux global de la patiente. Je pense qu'il faut intégrer tout ça dans le vécu global. Mais on regardera avec le service de statistiques. En principe, c'est prévu, épisiotomie, c'est fait, forceps et ce qu'on appelle aussi les révisions utérines. On a des données, je ne les connais pas par cœur, hein, mais on a les données. Alors, est-ce que les travaux sont finis? Eh bien, non. Ils sont. Il y a différentes choses. Le travail que je vous ai présenté, Épidole, est en cours de rédaction. Normalement, il doit faire l'objet de 4 ou 5 articles différents, étant donné l'étendue de ce travail. Il y a le premier article, il est quasiment fait à 60%. Donc, on s'attend à la première publication d'ici, vous savez, c'est un peu long le processus de publication, pas avant 6 mois, 1 an. Ensuite, avec le carreau, oui, nous avons travaillé à partir des résultats d'Épidole sur la prise en charge de la douleur pendant la césarienne. Donc, ces travaux sont finis. Si vous me laissez une adresse email, je pourrais vous faire parvenir les fiches qui ont été éditées par le carreau conjointement, comme je vous l'ai dit, avec 5 ou 6 sociétés qui travaillent autour de la naissance, c'est-à-dire les gynéco-obstétriciens, les pédiatres, les néonatologues, les anesthésistes globalement. Donc, je pourrais vous passer des documents montrant qu'on a, je dirais, vraiment pris en compte les résultats d'Épidole pour améliorer les douleurs résiduelles qui peuvent survenir au cours de la césarienne. Donc, il y a eu même plusieurs groupes de travail. Je crois qu'il y avait 6 groupes de travail sur ce thème-là qui ont produit un document unique et donc je pourrais le faire parvenir si vous le souhaitez. Il faudra me laisser des coordonnées, c'est tout. D'accord. Je vais me permettre une autre question. Vous nous avez dit qu'entre douleur et satisfaction vécue de la patiente, il y avait une réelle différence et que dans la satisfaction de la patiente, il n'y avait pas que la prise en charge de la douleur. Est-ce que vous avez des idées de pistes qui pourraient améliorer la satisfaction des patientes? Je crois que la principale
piste, c'est d'écouter les patientes avant leur accouchement. On appelle le projet de naissance, qui est formalisé, mais je ne suis pas sûr que tous les professionnels soient parfaitement au courant du projet de naissance. C'est-à-dire que parfois, c'est quelque chose d'assez direct entre une sage-femme ou un gynéco-obstétricien particulier. Le jour où on vient accoucher, eh bien, on peut se retrouver avec des personnes un peu différentes. On a des grandes directives. Par exemple, souhaite accoucher, souhaite marcher pendant son accouchement, par exemple. Voilà. Bon, on peut avoir ça, mais on n'a pas tous les détails du projet de naissance. Et donc, on aurait besoin, je pense, d'avoir diffusion et quelque chose d'assez simple à notre disposition pour bien connaître le projet de naissance des femmes, qui est quelque chose qu'on se doit de respecter dans la mesure du possible. Parfois, il y a des demandes un petit peu originales, donc ce n'est pas toujours très facile. Hein. On essaye de faire au mieux. Donc, je crois que c'est l'élément essentiel. C'est-à-dire que si on n'est pas en adéquation avec l'attente des femmes, eh bien, on n'aura pas une satisfaction majeure, même si on a l'impression de bien faire notre métier. Voilà. Je pense que c'est surtout ça. On a beau poser sa péridurale, être un champion de la péridurale, de mettre tout ce qu'il faut comme pompe, le bon anesthésique local, de leur avoir dit bonjour, au revoir et d'être bien présent, c'est parfois pas suffisant. Donc, il faut des professionnels qui soient bien présents autour des femmes qui accouchent. Pas qu'il y en ait trop non plus. Voilà, on a besoin d'un peu d'intimité. Il faut aussi voilà, écouter les femmes. Je pense que c'est surtout ça et répondre à leurs besoins. On ne peut pas toujours le faire. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un souhaite faire son accouchement dans une baignoire, pourquoi pas, mais il n'y a pas des baignoires partout. Hein. Donc, elle rêvait d'accoucher, je ne sais pas, dans telle ou telle position et qu'on n'a pas pu pour X. Voilà, il faut ensuite expliquer pourquoi on n'a pas pu faire telle ou telle chose. Par exemple, pour une femme qui souhaite marcher, on peut lui dire, écoutez, on a bien vu dans votre projet de naissance que vous souhaitiez déambuler un petit peu autour du lit et tout, sauf que votre bébé, il n'était pas très bien, il était en mauvaise position, vous avez mal supporté parce que votre tension artérielle n'était pas satisfaisante quand vous étiez debout. Voilà, donc il faut savoir l'expliquer. Donc, ce qui est important, c'est la communication. Ouais, c'est ce que je voulais vous entendre dire, l'importance de la communication. Je pensais aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, la relation soignant-soigné, et donc qui passe bien sûr par cette communication. Il ne faut pas que les médecins et les sages-femmes soient uniquement des techniciens. Je pense que la naissance, c'est un moment très particulier dans la vie d'une femme et du couple, et donc il faut que tous ces gens-là soient en parfait accord avec un projet. Avez-vous échangé avec le CIAN sur vos résultats? Alors, pas directement, mais nous avions convié ce matin Madame Evra, qui est une des représentantes du CIAN, et malheureusement, pour un événement tout à fait imprévu ce matin, elle n'a pas pu se joindre à nous. Mais nos résultats sont… écoutez, elle a reçu le diaporama. Je pense que nous allons échanger. Moi, je suis ouvert. Je pense que le CIAN fait son travail de représentant des usagers. Il nous a alertés. Donc, moi, je remercie le CIAN pour ça. Il nous a conduit à faire un travail un peu plus scientifique, mais qui aboutit finalement un peu à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a encore des situations imparfaites, pas non plus, je dirais, catastrophiques. Hein, donc, on peut s'améliorer, et je pense que les relations avec les usagers, elles sont là aussi pour nous aider. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour ça. Communiquer avec le CIAN, c'est évidemment aussi tout à fait envisageable et même souhaité. Est-ce qu'il y a une dernière question? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de conclure. Et je veux remercier tous ceux qui ont participé à
à ce que nous puissions nous réunir aujourd'hui autour de ce sujet. Bien sûr, Vilma Audin et Justine qui travaillent pour la Fondation et qui ont permis la réalisation de ce point presse. Merci bien sûr à vous, professeurs, pour ces informations extrêmement précises. Merci à vous tous, les journalistes. Je vois que vous êtes nombreux et je vous remercie d'avoir écouté toutes ces informations. La bonne parole du professeur Dominique Chassard. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain point presse qui aura lieu prochainement. Bonne journée à tous. Et protégez-vous. Et protégez-vous. Voilà. Ah oui, il faut le débrancher. Ah, d'accord, merci. Voilà, bah,